Bom dia, bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je vous souhaite santé, patriotisme et détermination en ce début d'année 2023. Et comme c'est la période des bonnes résolutions, j'aimerais vous suggérer celle de vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux que vous voyez ici, ainsi que de liker et partager cette vidéo pour continuer de faire passer le message et d'agrandir nos troupes éveillées et engagées dans le combat de libération de l'Afrique. De retour sur la terre-mère depuis quelques semaines, j'ai effectué un déplacement en Guinée-Bissau en fin d'année. Ce voyage m'a permis de découvrir un très beau pays, peuplé de gens accueillants, dont la chaleur m'a donné envie d'y retourner plus souvent. Ce déplacement m'a aussi donné l'occasion de rencontrer le président de la République, Umaru Sissoco Embalo, qui assure également en ce moment la présidence tournante de la CEDEAO et avec qui j'ai souhaité échanger pour tenter d'aplanir les différends politiques qui nous opposent. Vous-même, vous savez qu'après l'avoir soutenu à ses débuts en 2020, notamment sur les positions qu'il avait prises relativement au coup d'État constitutionnel et troisième mandat, dont les dirigés civils des pays de la CEDEAO sont coutumiers, je n'ai pas été tendre avec lui par la suite face à des attitudes et revirements dont il a fait preuve sur certaines questions. Lors de cette rencontre, j'ai pu exposer tous les points de divergence qui séparent nos lignes et expliquer pourquoi je n'adhère pas à certaines de ses prises de position sur des sujets majeurs de l'actualité de notre continent. Vous-même, vous savez que ma bouche ne porte pas qu'à leçon. Je voudrais saluer ici la disposition du président Embalo à m'écouter alors que je dressais le tableau de mes désaccords sans langue de bois et à fournir des explications sur les points qu'il pensait devoir éclaircir. À ce stade, je dois dire que ma ligne reste exactement sur sa position de départ. Toutefois, je considère qu'il est utile pour notre combat d'accéder à l'oreille des dirigeants africains, car cela nous donne à nous, frères et sœurs du continent, l'occasion de nous rapprocher par le dialogue et d'œuvrer de concert, quand cela devient possible, à la naissance d'une Afrique digne, émancipée et prospère que les Occidentaux veulent à tout prix empêcher, comme je vous l'expliquais dans une de mes dernières vidéos dont je vous mets le lien ici. Parlant de cela, j'ai pu découvrir le travail de développement effectué sur le terrain par le président Embalo depuis son accession au pouvoir. On l'a beaucoup vu se promener entre Paris, Moscou, Kiev, Kinshasa, Caracas, Washington et Sharm el-Sheikh, etc. Il était donc naturel de penser que l'on avait affaire à un énième chef d'État, réincarnation tropicale de Magellan, qui préfère les petits fours et salons feutrés des forums internationaux à la poussière des chantiers qui amèneront l'éclosion de son pays. J'ai donc été agréablement surprise de découvrir des écoles rénovées, des voies pavées, des infrastructures routières et sanitaires achevées ou en travaux un peu partout dans Bissau. Des routes où le bitume est épais et prévu pour durer des décennies et non pas le saupoudrage de routes biscuits qui se craquellent à la première pluie auquel le pseudo-grand économiste du FMI Alassane Dramane Ouattara nous a habitués en Côte d'Ivoire. Autre fait notable, les problèmes énergétiques qui plombaient le pays il y a quelques années encore sont globalement résolus dans la capitale et ses environs. Ayant eu l'occasion de beaucoup voyager en Afrique et dans le monde, je perçois la possibilité pour la Guinée-Bissau de devenir une référence touristique, comme les Maldives, et un pays qui tire capital de ses nombreux fleuves et cours d'eau pour booster son secteur agricole
commerciales et des transports. Nous avons besoin de success stories en Afrique. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un territoire immense ou une population en dizaines ou centaines de millions pour y parvenir. À l'image de Hong Kong, un rocher sans ressources particulières qui est devenu l'un des poumons financiers du monde. À l'image aussi de la Suisse, du Liechtenstein, des petits pays enclavés, sans ressources naturelles et qui dominent pourtant la plupart des indices de réussite de la planète. À l'image enfin, plus près de nous, du Botswana, qui a réussi la négociation intelligente de son diamant et de son industrialisation, couplée à un transfert de connaissances, de compétences et de savoir-faire qui propulse ce petit pays vers des sommets, ce qui aurait été impossible avec l'utilisation d'une monnaie aliénante et gérée par Paris comme le franc CFA. L'exemple du Botswana montre ce qui arrive lorsque des richesses naturelles ne vont pas gonfler les poches de quelques privilégiés et que le reste de la société en profite. Les gouvernements qui se sont succédés ont tout fait pour tirer le maximum de leurs principales ressources. Plutôt que d'être exportés bruts vers l'Europe, les diamants sont maintenant triés, vendus et même taillés sur place. On a inauguré dans la capitale ce tout nouveau centre de commercialisation du diamant, l'un des plus sophistiqués au monde. Une autre coentreprise du gouvernement botswanais et de la multinationale De Beers. Le premier président de la Nouvelle République, Seretse Khama, a donné le ton. Gestion prudente de l'État, négociations serrées avec De Beers, premières mesures sévères contre la corruption. Un modèle pour ses successeurs. C'est dans ce climat relativement sain que le Botswana a pu éviter le gaspillage de ses ressources et investir les profits du diamant dans le développement du pays. Le gouvernement botswanais est l'un de ceux qui dépensent le plus par habitant en éducation au monde. Il a construit des écoles dans les coins les plus reculés. La plupart des cours à l'université sont subventionnés. Les étudiants reçoivent même une allocation de 150 à 250 $ canadiens par mois. Everything. Tout est bon marché. Le gouvernement paye pour presque tout. Everything. Yeah. Êtes-vous un peu trop gâté? Non, je dirais pas qu'on est gâté. Peut-être qu'on mérite d'être traité comme ça. J'ai parfaitement conscience que la Guinée-Bissau n'a pas le même rapport avec la France que les pays dits francophones d'Afrique centrale ou de l'Ouest. Le colon, là-bas, venait d'ailleurs et les Bissau-Guinéens ont eux aussi subi des carnages et de la barbarie de la part des Portugais. Mais ils n'ont pas été confrontés comme les autres aux atrocités, à la fourberie, au racisme et au pillage de la politique française en Afrique qui perdure jusqu'à ce jour. Je me fais donc un devoir d'éclairer les autorités et le peuple de Bissau sur le danger que représente la France, afin qu'ils ne se méprennent ni sur ses objectifs, ni sur sa capacité de nuisance. Car la France n'a pas seulement été nuisible en zone dite francophone. Elle avait ses sales pattes dans la déstabilisation de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée équatoriale, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Rwanda, de l'Algérie, tout comme elle est aujourd'hui derrière la désintégration du Mali, du Burkina Faso, la déstabilisation du Centrafrique, de la RDC et du Mozambique récemment. Je reste donc ouverte à la perspective de favoriser toutes les démarches dont l'objectif coïncide avec ceux pour lesquels nous nous battons. Une Afrique affranchie des tutelles. Le respect de notre souveraineté et de nos cultures. Un recentrage sur nous-mêmes qui nous permettra de nous mettre d'accord sur ce que nous pensons de nous-mêmes et de cesser de nous définir par rapport à ce que les autres pensent et disent de nous. À Bissau, j'ai découvert l'histoire de Ernestina Silla, que l'on appelait affectueusement Titina. Vous me voyez ici près de sa statue devant le lycée Kwame Nkrumah en cours de réhabilitation. Qui parmi vous la connaît? C'était une jeune fille qui s'est engagée corps et âme dans la lutte de libération après avoir été témoin à l'âge de 16 ans, le 3 août 1959,
du massacre par l'armée coloniale portugaise de plus de 50 marins et dockers au quai de Pidjiquiti, au port de Bissau, qui demandaient simplement de meilleures conditions de travail à leur employeur, la Casa Gouveia, une entreprise du groupe CUF, disposant d'un monopole et qui maintenait ses employés noirs dans des conditions d'esclavage déguisées. Sans surprise, ce massacre est jusqu'à ce jour passé sous silence dans les manuels scolaires portugais. Révoltés, indignés et bouleversés, mais trop jeunes pour militer officiellement dans une organisation politique, Titina assiste à des réunions du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Et dès ses 18 ans, son diplôme d'infirmière en poche, elle y adhère et s'investit dans la formation politique des femmes du parti. L'immense Amilcar Cabral l'enverra même faire un stage politique en Union soviétique, avant de lui confier la direction du comité de la milice populaire dans le nord du pays, la branche armée du PAIGC, dont la mission était d'organiser l'approvisionnement des troupes via la rivière Cachoy. À la tête de 200 personnes, pendant 10 ans, elle tient le front nord et mène une guérilla sans merci contre le colon. Mais alors qu'elle se rendait en Guinée-Conakry avec quelques hommes pour assister aux obsèques de son mentor et ami Amilcar Cabral, assassiné le 20 janvier 1973, l'armée portugaise lui tend une embuscade et la tue en la noyant dans le fleuve Farnim. Elle avait 30 ans et était mère d'une petite fille, celle que vous voyez dans ses bras et qui vit à Bissau aujourd'hui. La date de son assassinat, le 30 janvier 1973, est désormais celle où est célébrée la journée de la femme en Guinée-Bissau. Je vous le demande, est-ce que nous voulons continuer de voir Titina Sylla avec les yeux du Portugais qui l'a tuée, avec les yeux du touriste occidental qui s'émeut? Ou est-ce que nous allons, dans nos écoles, dans nos rues, dans nos écrits, dans nos mémoires, dans notre histoire, immortaliser Titina comme une combattante fondatrice de nos libertés? Est-ce que nous allons enfin honorer le sacrifice de celles et ceux qui se sont battus et sont morts sans avoir vu la victoire, de celles et ceux qui continuent de se battre aujourd'hui, en mettant fin aux contrats et traités léonins et en imposant des deals gagnant-gagnant à nos partenaires qui permettront aux propriétaires des ressources que sont les Africaines et les Africains de vivre dans le confort, la sécurité et la connaissance et d'être respectés aussi bien par leurs propres États que par les États étrangers. Le combat que nous menons, c'est pour l'Afrique. Ce n'est pas forcément contre d'autres Africains, sauf ceux qui vont se mettre en travers de notre route. S'il y a des chefs d'État, des dirigeants, des responsables, à quelque niveau que ce soit, en Afrique et ailleurs dans le monde, qui pensent que ce combat mérite d'être mené et soutenu, nous sommes ouverts. Ma mission, tout comme celle de mes amis Kémi Séba et Mamadou Koulibaly ou Assimi Goïta, entre autres, est de les convertir à une autre vision de l'Afrique. Ces dirigeants voient bien que la jeunesse africaine est intéressée par notre lutte, qu'elle se l'est appropriée et qu'il est illusoire de vouloir tenter d'ignorer cette lame de fond d'éveil panafricain qui est en mouvement. S'ils veulent l'accompagner pour accélérer les réformes, les mutations et transformations nécessaires à notre émancipation et à la prospérité du peuple noir, nous sommes disponibles pour travailler en équipe. Il est évident que si l'on cessait de se laisser monter les uns contre les autres et que l'on mettait enfin nos forces ensemble, la libération de l'Afrique gagnerait des décennies d'avance. Cela stabiliserait les États, mettrait fin aux coups d'État constitutionnels et militaires, parce qu'on aurait alors une Afrique qui sait pourquoi elle se bat, contre qui elle se bat, comment elle doit se battre et pour qui elle se bat, à savoir pour les Africains. Les premiers acteurs de ce changement sont en réalité les chefs d'État, car ils sont en position de décision. Si les nouvelles idées, les nouvelles façons de faire, les nouvelles stratégies que nous portons les intéressent, nous sommes ouverts au dialogue et à la convergence. Mais nous ne transigerons jamais, je dis bien jamais, avec ceux qui s'amusent avec le destin
des Africains. Emmanuel Macron a réussi à prendre le contrôle de certains de nos chefs d'État et institutions sous-régionales. Mais une chose est certaine, les peuples lui ont échappé. Les peuples d'Afrique sont avec moi, avec mes amis, avec nous. Si nos chefs d'État se mettent à écouter les peuples, alors nous formerons une dynamique forte contre laquelle ni Macron ni quelqu'un d'autre en Occident ou en Orient ne pourra rien. Le président Embalo a proposé d'entretenir ce contact nouveau en promettant de rester entièrement à l'écoute du combat dans lequel nous sommes engagés, tout en donnant à nos échanges toute sa bénédiction pour qu'ils portent des fruits bénéfiques pour l'essor de notre continent. Je voudrais le remercier pour sa démarche et encourager d'autres à le suivre dans cet état d'esprit. Abandonnez le marionnettiste étranger et admettez que le seul maître que vous devez servir, c'est votre peuple souverain. Les autres dirigeants que vous rencontrez dans les forums et sommets internationaux travaillent pour leur peuple. Il est plus que temps que vous, président actuel de nos républiques, en fassiez autant pour nous. Même si, au commencement, nous ne sommes que des petits joueurs, il vaut mieux être un petit joueur au début que d'être éternellement un pion que l'on pousse sur l'échiquier. Je ne doute pas qu'il restera des points de divergence entre nous pendant un moment. Mais si, en attendant de porter au pouvoir celles et ceux qui sont entièrement habités par l'idéal souverainiste et panafricaniste auquel nous aspirons, nous arrivons à convaincre quelques dirigeants africains actuels à hauteur de ne serait-ce que 5, 10 ou 20%, toute avancée me semble bonne à prendre parce qu'il n'y a pas de petits pas quand on marche vers la victoire. Je remercie toutes celles et tous ceux qui, au cours de l'année qui vient de s'achever, ont contribué financièrement à mes cagnottes, dont je remets le lien ici. Ce qui m'a permis tout d'abord de rester en vie, ce qui n'était pas facile. Ce qui m'a permis ensuite de continuer à produire du contenu éducatif qui requiert beaucoup de recherche et de travail. Mais également ce qui m'a permis d'être sur le terrain pour mettre en place le réseau, le système qui fera tomber définitivement l'empire france-africain qui ne veut pas mourir. En 2023, je peux vous promettre une chose, nous monterons encore en puissance. L'Afrique, libre ou la mort. Obrigada. Até logo.